Mécanique, tu vas nous montrer des images. Une fois que tu nous as montré, on ne les oubliera pas, c'est ça? Ouais. C'est un peu ça ton message? Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il n'y en a pas 10. Il y en a 5. Non, 6. 6. Alors merci. Bon là, on va être à milieu de toutes ces belles présentations. Là, je vais vous présenter 6 petits cas cliniques qui sont un petit peu des problèmes qu'on a dans notre activité de tous les jours et qui peuvent peut-être, qui sont au niveau internat, hein, on va dire, hein, c'est pas des trucs de folie, mais ça peut peut-être aider dans l'activité de tous les jours à avoir une meilleure prise en charge, on va dire, radiologique. Excusez-moi, je ne sais pas où on est. Ah oui, d'accord. Alors, le premier cas, c'est le kyste poplité. En fait, le kyste poplité, on est très souvent avec des patients qui arrivent dans notre service pour une ponction de kyste poplité. Le kyste poplité, il est toujours interne et on a souvent des patients qui arrivent pour des douleurs centrales, voire latérales. Donc déjà, on peut les éliminer. Le kyste poplité, c'est une communication naturelle au niveau du demi-membraneux et du demi-tendineux avec une poche qui se forme mais qui peut être tout à fait physiologique. Elle n'est plus physiologique quand il y a une hydarthrose et quand il y a un clapet qui se forme qui fait que le kyste va gonfler. Et là, il va devenir symptomatique et on peut effectivement le ponctionner. Le kyste poplité, donc lorsqu'il va gonfler, il va pouvoir donner des douleurs lors de mouvements de flexion contrariée ou des flexions absolues. Il va faire ce qu'on appelle la fissuration d'un kyste poplité. Vous connaissez tous ce genre de choses. Nous, on nous adresse très souvent des patients pour des déchirures musculaires proximales qui sont en fait des simples fissures de volumineux kystes poplité. Le kyste poplité va avoir une complication qui n'est pas symptomatique la plupart du temps, qui est le kyste mucoïde. En fait, lorsqu'on va voir les patients 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ils auront eu un kyste poplité avec un syndrome de fissuration et il va y avoir des reliquats qui vont rester autour du genou, qui sont des kystes mucoïdes, qui sont en fait les reliquats de kyste poplité. Donc le kyste poplité, c'est relativement simple, mais il y a tout plein de petites pathologies autour qui peuvent des fois porter problème diagnostique. Voilà, ça c'est sur le kyste poplité. Je voulais vous parler secondairement de la méniscopathie ou la méniscose ou la méniscopathie dégénérative. En fait, nous, on nous envoie des patients pour des douleurs aiguës ou ponctuelles du compartiment interne du genou, souvent des femmes qui sont dans la 60 à 70 ans. Elles ont à peu près toujours la même radiographie qui est à peu près normale, sans pincement fémoro-tibial interne significatif. Et en fait, eh bien, elles ont cette fameuse lésion méniscale qui est une évolution dégénérative du ménisque avec une fissure soit du bord libre, soit de la région de la crâne postérieure et de la racine qui vont créer une petite languette. Alors, effectivement, l'IRM va faire le diagnostic, mais vous direz une radiographie comme ça, on appuie sur le genou de manière ponctuelle, on fait le diagnostic, et l'échographie est très capable de faire le diagnostic de ce genre de choses, tout à fait capable, comme elle est capable aussi de faire le diagnostic de cette forme qui est la même finalement, qui est la rupture de la racine postérieure du ménisque, avec un ménisque qui s'est finalement détaché de ses attaches et qui va donc s'extérioriser, car il est au cours des mouvements, et faire ce qu'on appelle une extrusion méniscale, qui donne le même genre de douleur, et vous voyez que radiographie plus échographie nous permettent de faire le diagnostic. Très souvent, quand on fait l'IRM à ces patients, très souvent quand on fait l'IRM à ces patients, eh bien, ils n'ont pas d'usure cartilagineuse. Parce que très souvent, nous, on a le discours, qui est peut-être un petit peu faux, de dire il y a une usure méniscale, le cartilage très probablement est un petit peu abîmé, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Moi, j'ai personnellement dans ma famille des gens qui ont été opérés de ce genre de choses et qui ont été extrêmement soulagés. Donc il ne faut pas partir du principe, il s'agit d'une méniscose dans une préarthrose, donc il ne faut pas toucher au ménisque parce qu'il y a de l'arthrose. Je ne pense pas que ce soit un bon diagnostic. Je ne suis pas chirurgien, donc ce sont les chirurgiens qui pourraient en parler mieux que moi. Un petit mot pour la fissure de fatigue, tout le monde connaît ça. Il s'agit ici d'un jeune homme de 28 ans. En fait, il avait eu radiographie, échographie, on avait pensé à une déchirure du psoas, et finalement, l'échographie était négative, la radio aussi, et c'est l'IRM qui montre vraiment cette fissure ici, de l'angle interne du col fémoral, et qui est quand même tout à fait intéressante à découvrir, parce que si vous voyez cette forme-là, qui est quand même relativement bénigne, si vous voyez celle-ci, elle l'est beaucoup moins, et si on n'immobilise pas le patient, elle peut quand même se terminer par une belle petite fracture avec une fracture pertrocantérienne. Donc,
La douleur du jeune qui a mal à la hanche, qui passe pas, il y a probablement aussi un conflit, mais ça peut être ça. Mais en revanche, la douleur aiguë, il ne faut pas oublier les fissures de fatigue, parce qu'on en a quand même quelques-unes dans notre attirail. Un autre petit cas, donc pour aller vers vous, c'est la capsulite. Souvent, on nous demande de faire le diagnostic de capsulite d'épaule. Le diagnostic de capsulite d'épaule, au départ, quand j'ai commencé mes études, on disait ça ne sert à rien, c'est la rotation externe qui n'est pas bonne, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, on nous demande énormément d'examens, et les généralistes, comme des gens qui ne sont pas très spécialisés dans l'épaule, nous demandent une IRM ou une échographie. L'échographie de la capsulite, c'est extrêmement difficile. Et on va dire des conneries, on va dire bursite, on va dire petit épanchement articulaire, pas de rupture de coiffe, donc on va dire quelque chose qui n'est pas la capsulite. Donc il faut se méfier des bursites en échographie parce qu'on en voit tellement de ces bursites que ce ne sont pas des bursites la plupart du temps. Le seul examen qui est vraiment performant pour la capsulite, c'est l'IRM parce qu'elle va nous montrer cet œdème qui est tout à fait pathognomonique de l'intervalle des rotateurs et du récessus axillaire, un œdème qui prend non seulement la synoviale mais la capsule et les parties molles autour. Les rhumatos, qui sont attachés à l'arthrographie, nous disent « calculez-moi le volume articulaire de la capsulite ». Alors ça, je vais vous dire tout de suite que ça ne vaut rien, parce que en fait, lorsqu'on va injecter dans la capsule articulaire, comme il n'y a que 3 ou 4 cc de possible à injecter, il va y avoir une fissuration qui va se faire, et cette fissuration va faire partir le produit de liquide soit dans la gouttière de la longue portion du biceps, comme dans ce cas-là, soit, dans l'intervalle, soit au niveau de l'intervalle des rotateurs et du récessus coracoïdien. Ah oui, mais allez, ok, je vais essayer. Alors, je ne reviens pas à zéro quand même. Alors, je vais essayer. Voilà, donc soit au niveau de l'intervalle des rotateurs, ici, vous avez donc un œdème, soit ici au niveau du récessus axillaire, comme vous voyez ici. Ça, c'est pathognomonique donc de la capsulite. Et vous voyez ici une arthrographie où on a injecté un produit de contraste, et il s'agit donc bien d'une capsulite qui peut avoir un signe secondaire, qui est celui de l'ostéopénie mouchetée, qui est plus dû à l'immobilisation qu'à la capsulite elle-même. Et vous voyez donc ici cette faible capacité articulaire qui n'est pas mesurable en fait, parce que dès qu'on a forcé la capsule, tout fuit à travers l'intervalle des rotateurs ou ici la gouttière de la longue portion du biceps. Donc l'examen de choix, ça n'est pas l'arthrographie, c'est vraiment l'IRM. Un tout petit mot, 2 minutes, pour vous parler des neuropathies. Les neuropathies, que ce soit au niveau de l'épaule, parce que c'est à cet endroit qu'on les a mieux décrites, elles peuvent être visibles par l'IRM qui va mettre en évidence un dysfonctionnement musculaire par défaut d'innervation et qui va montrer donc un œdème comme ici dans le muscle infraépineux. Vous voyez cet œdème qui montre qu'il se passe quelque chose neurogène. Il y a une compression d'un nerf qu'on ne voit pas directement, mais on voit le kyste paraglénoïdien qui est au contact de ce nerf, qui vient de l'articulation et qui comprime de manière chronique, qui va faire une amyotrophie et il va falloir agir assez vite. Quand il y a de l'œdème, c'est qu'on est encore actif, mais on voit ça non seulement au niveau de l'épaule, mais on peut voir ça dans pas mal d'autres endroits, notamment au niveau des membres inférieurs. Un tout petit mot, pour faire l'avant-dernier cas, sur l'épine calcanéenne, qui est un terme qui est quand même un tout petit peu énervant. Pourquoi est-ce qu'on parle d'épine calcanéenne ? Parce que pendant très longtemps, on n'avait eu que la radiographie pour faire le diagnostic de thalalgie. Alors, on avait mis en évidence cette petite anthésopathie calcifiée, et on parlait donc d'épine calcanéenne. Depuis, le temps a passé, on a fait des échographies, on a fait des IRM, et en fait, on s'est bien rendu compte que cette petite anthésopathie calcifiée était en fait un signe indirect de la maladie, et la maladie, c'est bien l'aponévrose plantaire moyenne la plupart du temps au niveau de son insertion. Et ce terme, eh bien, on préférait l'appeler aponévropathie plantaire d'insertion plutôt que épine calcanéenne. Mais on en voit encore beaucoup, même en 2022. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous preniez cette petite épine calcanéenne-là, du même patient, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche, et bien du côté droit, il a une épine calcanéenne et il a effectivement un petit épaississement de l'insertion de l'aponévrose plantaire, mais il n'avait absolument pas mal. En revanche, de ce côté-là, il n'a absolument pas d'épine calcanéenne, mais il a un énorme épaississement de l'aponévrose plantaire moyenne au niveau de son insertion, qui traduit bien une aponévropathie. Donc l'épine calcanéenne est un faux ami parce que c'est quelque chose qui a eu existé et qui souvent ne peut ne plus exister. Je vais vous finir par un tout petit cas clinique de tumeur osseuse parce qu'on voit très souvent des scanners ou des IRM qui coûtent quand même relativement cher pour des lésions qui sont tout à fait banales.
Vous connaissez tous le fibrome non ossifiant qui se développe à l'âge de l'adolescence, la plupart du temps, qui est dû à un trouble de la maturation osseuse, comme l'ostéomostéoïde, et qui fait qu'il va se greffer au niveau de la corticale une lésion mixte avec du fibrome et des travées osseuses. Ici, vous voyez le fibrome non ossifiant classique, ou qu'on appelle aussi, lorsqu'il est de petite taille, cortical defect. Il n'y a rien à faire, c'est une lésion qui va disparaître avec le temps, surtout pas la surveiller, ça n'a aucun intérêt, et surtout, ça n'est pas symptomatique. La même lésion qui peut poser un petit peu plus de problèmes si on a moins l'habitude, mais qui est exactement la même chose. C'est un fibrome non ossifiant, on voit que le jeune est encore pas mature, et vous voyez cette grosse lésion excentrée qui se raccorde bien à la corticale du tibia, et qui est assez longue et qui montre des lobulations de tissus fibreux et des condensations osseuses. Ce qui peut être intéressant à voir, c'est l'évolution donc de ce fibrome non ossifiant. Voici le fibrome non ossifiant qui est beaucoup plus mature à l'âge adulte, où on voit que peu à peu le cartilage, enfin la structure fibreuse interne va disparaître, remplacée par la structure osseuse, comme vous voyez ici. Et ça, ce sont des choses tout à fait banales, absolument pas symptomatiques. Il n'y a pas d'œdème, il n'y a rien de particulier. Et je vous montrerai pour finir l'âge adulte vraiment du fibrome non ossifiant, qui est en fait une calcification complète. C'est un patient qu'un de mes confrères surveillait depuis 5 ans. On lui faisait une IRM par an, alors qu'en fait, il ne s'agit que de la cicatrice d'un fibrome non ossifiant, avec aujourd'hui une plage de calcification, la disparition de tout le tissu fibreux. Vous le voyez bien ici en arrière, et vous voyez l'IRM qui est tout à fait rassurante, sans œdème, sans rien du tout. Donc le fibrome non ossifiant, arrêtons de le regarder sous toutes ses coutures. Je vous remercie.